Bienvenue dans ce premier épisode de Brigandologie réflexive, un podcast consacré au droit pénal et à la criminologie, axé autour des rendez-vous de thèse d'Arnaud Derbé, avec moi-même, son directeur, Sacha Raoult. Nous sommes tous les deux au laboratoire de droit privé et de sciences criminelles d'Aix-Marseille Université. Et nous allons parler en fait dans ce podcast de différentes questions qui se posent autour du droit pénal et des sciences criminelles, avec une ambition théorique et un peu d'humour. Voilà, et j'espère que ça vous intéressera. Alors, nous voilà en Chine, au Friendship Palace, et on va essayer de parler pendant une heure. On va parler d'une heure de la théorie du grand brigandage. Ouais. On va parler de droit pénal en fait. Droit pénal. On va parler de droit pénal, on va parler de brigands. Parce qu'on va essayer de reformuler ce qu'on pense être finalement la criminologie et l'étude du droit pénal. Ouais, et ce qu'on pense être la théorie la plus simple surtout. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. La théorie la plus simple de comment penser le droit pénal. Ouais, donc ça fait. Alors ça fait depuis genre peut-être Beccaria que les gens ont essayé de penser ce que c'était que le droit pénal et d'apporter à la fois des éléments soit purement analytiques, soit parfois instrumentaux comme Beccaria où ils essaient de changer les choses en même temps. Et on a des choses plus ou moins complexes qui ont été écrites, des choses le plus connu étant sans doute Michel Foucault avec Surveiller et punir, ça c'est le truc qui est le plus connu comme théorie du droit pénal. Et c'est difficile d'arriver à avoir un modèle simple parce que le droit pénal c'est très compliqué quand même. Non, qu'est-ce que tu dirais au premier abord? Au premier abord, je dirais que là c'est l'intrication de la morale et de tout cet aspect moral en fait qu'il y a dans qui est sous-jacent en fait à toute l'action pénale. Ouais, c'est l'aspect moral. Et c'est ça qui empêche souvent de les deux. Ce qui est compliqué avec le droit pénal, c'est ce qui intéresse tellement les gens avec le droit pénal à la base, c'est que quand ils veulent l'étudier, ils pensent qu'ils vont étudier quelque chose de transcendant, en fait, pas le code de la route, quoi. D'accord. C'est ce qu'étudient les juristes avec une manière dogmatique, ils étudient ce qui est transcendant en fait à l'époque. Ouais. Et c'est pareil avec les gens qui veulent étudier la criminologie. Genre ils veulent étudier quelque chose de transcendant, genre le mal en fait, le problème du mal. Et puis ensuite, une fois quand on regarde l'étude de ce truc, ce qu'on voit c'est que les plus grands débats qu'il y a eu en fait, qui ont traversé, ça a consisté à essayer de remettre en cause ce côté transcendant. Donc ça commence avec Durkheim. Tout ça n'est mal que parce que c'est interdit en gros, et puis après beaucoup Howard Baker avec le processus d'étiquetage. Le problème du coup c'est qu'on se demande pourquoi c'est interdit, on se dit pas que c'est mal, et du coup ça fait un raisonnement qui est comme ça circulaire, et du coup c'est pour ça devient très compliqué en fait, c'est de démêler tout ça en fait, qu'est-ce qu'il y a. Et du coup c'est la question qu'on avait abordée en Suisse du coup. Ouais. Et on était arrivé à un mot-clé pour sortir de là. Ouais, voilà, on voulait démêler ça, on s'est dit ok bon, comment c'est né tout ça? Comment c'est né? Et donc le mot-clé du coup? Le mot-clé c'est brigand. Ouais. C'est-à-dire que dans le crime et dans le mot criminel, il y a trop de choses en fait, il y a trop de comportements différents. Et un crime donc c'est ce qu'un État déclare comme tel, donc très bien. Et donc dedans vous avez quoi? Vous avez parce que le vol. Crime du coup, profitons-en pour retirer l'étymologie de ce mot. Le crime ça veut dire l'accusation. C'est ce qui est l'accusation. Ouais, l'accusation. Donc le crime en gros c'est ce qu'une loi définit comme étant quelque chose dont vous pouvez être puni. Et donc ça veut dire que dedans il va y avoir le vol, le meurtre, il va y avoir le blasphème, il va y avoir la désertion, il va y avoir la fraude fiscale, il va y avoir le fait de télécharger du contenu également, tous ces trucs-là, et il va y avoir des crimes contre soi, comme la prostitution, la prise de drogue, etc. Et tout ça, c'est quelque chose que, en fait, quand on essaie de traiter tout cet objet d'un coup, c'est là qu'on se retrouve dans tout ce merdier, quoi, en gros. Et donc le mot-clé qu'on a trouvé, c'est brigand, parce que... Ce qu'on s'était dit, c'est que si on imagine comment tout ça est apparu, une société qui se sédentarise, on va dire, d'accord. Ouais. Une société qui se sédentarise avec l'agriculture, l'élevage. Le premier problème auquel elle doit faire face, c'est qu'il y a des gens qui vont
préférer vivre de rapine plutôt que vivre d'agriculture et d'élevage. Donc ils vont aller piller les richesses qui ont été produites par les travailleurs, quoi. Voilà, des agents qui vont penser que rationnellement il est plus rentable pour eux d'aller piller ce que d'autres ont produit plutôt que de produire eux-mêmes. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des brigands. Et c'est quelque chose de tout temps, on imagine qu'il y a eu des brigands. Et à ce moment-là, ce qui est rationnel, c'est de se protéger de ces brigands-là. Et comment on fait ? On le fait en payant des brigands pour protéger des autres brigands. On paye des gens pour faire peur aux gens qui vous font peur. On a vu ça... donc il n'y a pas de traces de cette histoire-là, puisque les premières traces qu'on a de notre histoire à nous, ça commence à Babylone, où il y a déjà des villes bien établies, etc. Mais on a pu voir, il y a au moins deux contextes. Comment ? Il y a déjà des milices, il y a déjà un roi qui est un dieu vivant, etc. Mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est on peut voir déjà comment se forment des mafias. Et les mafias, quand elles se forment dans les endroits où l'État est peu présent, en fait. C'est que, en fait, c'est des brigands qui raquettent des travailleurs, des commerçants. En échange de quoi, ils les protègent aussi. Donc par exemple, on a cette première scène du parrain qui est très connue, où un des protégés du parrain, ça veut dire quelqu'un qui raquette le parrain aussi, il vient le voir pour punir un violeur, quoi. Et donc on voit que en fait, le parrain, l'idée de cette scène, c'est de montrer ce double rôle de la mafia. Ce sont des brigands qui protègent d'autres brigands. Et du coup, qui les protègent parce qu'ils apportent quelque chose de plus, que les petits brigands. Le grand brigand, il a quelque chose que les petits brigands n'ont pas, peut-être qu'il traite mieux les gens, qui est moins cruel, qui est plus moral. Il a une capacité matérielle de le protéger. Capacité matérielle de le protéger. Il y a une concurrence entre les brigands qui se fait sur la capacité matérielle à assurer cette protection-là. Ouais. Et comme tu disais aussi, il y a une différence sur le plan moral, on va dire, du coup, qui est le fait que le brigand ne soit pas non plus un trop gros brigand et ne va pas trop me raqueter moi en tant que... Donc en fait, les deux choses dont tu viens de parler, là, c'est en gros le prix et la valeur du service, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un prix que tu payes, et ce prix, il est à la fois matériel, c'est la taxe, la dîme, le racket, combien tu payes. Et il y a aussi un prix moral, c'est-à-dire combien tu es humilié, combien tu dois être soumis, combien tu as tout ce prix-là. Et ensuite, il y a quel service tu as en échange, c'est-à-dire quelle efficacité de protection tu as en échange. Et c'est forcé que si une autre bande de brigands arrive et est capable de détrôner ton brigand, et à la fois on te fait payer moins cher, et à la fois on te humilie moins. Soit pour le prix, soit sur le prix, c'est-à-dire elle peut te proposer un meilleur prix. Ça, c'est, on va dire, la révolution. Ou alors, c'est l'invasion, elle est plus puissante, elle est capable de le détrôner physiquement. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a forcément une concurrence en fait qui est faite, mais une concurrence qui n'est pas le même genre que la concurrence purement économique, parce que c'est une concurrence de l'économie et de la violence. Ça, c'est un modèle, en gros, qu'on trouve dans toute la philosophie de l'histoire, qui commence avec Emmanuel Kant dans son essai d'histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, et qu'on trouve en fait une formulation moderne et dans ces termes rationalistes et économistes dans les travaux de Richard Posner, qui avait écrit en 1984 un livre qui s'appelait The Economics of Justice, l'économie de la justice, qui n'a jamais été traduit, et dans lequel il en gros il développe un peu ce modèle-là. Et qu'est-ce que ça voudrait dire, quoi. Alors ce que ça voudrait dire, c'est quoi? C'est que... À quel niveau? Qu'est-ce que ça implique, ce modèle? Donc on imagine que le droit pénal, c'est ça. Déjà, ça implique que ça n'a pas de sens de demander si le vol ou si le meurtre, c'est mal. Ce que c'est que c'est quelque chose dont les sédentaires veulent se protéger. Et donc du coup, ils payent des gens pour le protéger de ça, pour le protéger déjà de l'extérieur, et puis aussi de l'intérieur. Et donc... Ce que ça veut dire que l'histoire du droit pénal, c'est une sorte de succession de brigands, de brigands protecteurs, on va dire, qui se succèdent les uns les autres, et qui aujourd'hui donnent le droit pénal moderne. Et qui améliorent au passage et leur prix et leur puissance. Et donc par exemple... Et la protection aussi. Et la protection qu'ils offrent, l'efficacité de leur protection. Donc par exemple, le premier exemple de ça, c'est dans le plus vieux texte mythique qu'on ait, c'est l'épopée de Gilgamesh. Et dans l'épopée de Gilgamesh, ça raconte l'histoire de Gilgamesh qui est un tyran, donc ça veut dire que c'est un grand roi brigand, quoi. D'accord ? Et Gilgamesh, ce qu'il fait, c'est que son appartenance divine terrorise son peuple, donc il a un moyen qui est plus puissant que les armes pour faire peur, qui est un moyen transcendant, quoi. C'est-à-dire qu'il invoque des démons. Et en même temps... On peut quand même assimiler ça à
puissance physique. C'est une puissance, c'est une puissance morale quand même. Ouais. Bon, donc il a une puissance quoi. On parle de la morale après, je pense. Si tu veux. Ça mélange trop, tu veux dire. Ouais, ça va. Bon, oui, donc il a une puissance de peur quoi. Il a une puissance de peur. Bon. Et de peur physique, où les gens ont peur physiquement de ce qui peut leur arriver s'ils désobéissent au roi Dieu. Ouais, très bien. Et ce qui se passe en fait dans Gilgamesh, c'est que la taxe que demande Gilgamesh pour être le roi, elle va trop loin. C'est le droit de cuissage. Voilà. Donc c'est-à-dire que Gilgamesh, il viole les jeunes filles le jour de leur mariage, et donc ça va trop loin. Et donc le peuple demande en fait à un homme de la forêt de venir détrôner le roi. Quoi. Et donc du coup, ce que cette histoire elle montre, c'est en gros cette concurrence. C'est-à-dire que si le roi va trop loin, il y a une figure révolutionnaire qui peut le détrôner et les protéger à leur tour. Quoi. Et ça, dans l'Empire romain, c'était qui Et dans l'Empire romain, c'est Tarquin le Superbe. Tarquin le Superbe qui est pareil, qui est détrôné pour droit de cuissage aussi. Et de la même manière, après l'Empire romain, le fait même d'être roi est devenu tabou à cause de ça. Et donc il n'y a plus de roi ensuite dans la République romaine. Il n'y a plus de roi parce que à cause de la mauvaise réputation de Tarquin le Superbe. Ouais. Et donc la conséquence de ça, c'est que ça pose un problème en fait au bout d'un moment. Cette concurrence, parce que dans ce schéma qui est très simple, là qu'on vient de poser, c'est qu'il y a un problème de double maximisation. Il doit à la fois maximiser sa puissance physique, le brigand, et à la fois minimiser son prix. Exactement. Et le truc, comment résoudre ce problème-là de double maximisation, ça vient avec l'idéologie, selon moi. Et c'est là que le droit pénal devient idéologique. Et c'est là qu'on passe, comme dirait Husserl, d'un système qui marche à la violence, à un système qui fonctionne à l'idéologie. Et c'est là que le droit pénal, finalement, moderne, comme on le connaît maintenant, apparaît selon moi. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est ça, c'est le droit pénal ne veut plus dire qu'il punit. Voilà. Ça, il enferme dans des lieux qu'on ne connaît plus. Ça, c'est Foucault. C'est Foucault. Il redresse, c'est aussi Foucault. Tout ça, c'est l'analyse de Foucault. Voilà. Donc en fait, mais c'est pas mal d'avoir axé ça sur la double maximisation. J'ai pas pensé comme ça. Moi, je viens d'y penser. C'est très bien. Ouais, donc comme ça. C'est pas de résoudre ce problème. Comme ça, il n'y a plus de question de l'output, quoi. C'est plus il n'y a plus le problème d'utilitarisme. Donc le problème de la double maximisation, c'est un problème qui se posait à Bentham déjà. Donc on reprend, parce que Bentham, c'est l'élève de Beccaria, et donc c'est les gens qui ont théorisé tout ce truc-là. Beccaria est un économiste, et donc Foucault avait montré très justement que c'est la grande réforme moderne, elle a été pensée pour être efficace. Comme dans les termes dont on parle là, elle est pensée par un manager, quoi. Voilà. Bon. Et donc Beccaria dit il y a en fait un coût et un bénéfice, quoi. Le coût, c'est la souffrance qu'on cause, et le bénéfice, c'est la souffrance qu'on dissuade. Donc le coût, c'est la souffrance qu'on cause par la punition, par le châtiment, d'accord, les coups de fouet, etc. Et le bénéfice, c'est la souffrance qu'on dissuade, les meurtres, les vols, qu'on empêche d'y arriver. Et puis Beccaria va reformuler ça, Bentham va reformuler ça en disant ce qu'on veut, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre. Et Bentham va essayer de penser ça pour tout le droit. Tout le droit, et le bien en général, la morale. La morale, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre. Et ça pose un problème dont Bentham ne s'est pas rendu compte, dont les utilitaristes se sont rendus compte vers la fin du 19e siècle, qui est un problème de double maximisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maximiser à la fois le plus grand bonheur et le plus grand nombre. C'est une proposition qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez une société où il y a une personne qui est le plus heureuse possible, ou est-ce que vous voulez une société où il y a un nombre maximum de gens qui ont un certain nombre de bonheur, 8 sur 10, je ne sais pas trop quoi. C'est impossible de faire un choix entre les deux. C'est impossible de faire un choix entre les deux. La proposition qui vous demande de choisir celle où il y a le plus grand bonheur, le plus grand nombre, ne vous permet pas de choisir entre les deux. Et donc ça fait que du coup, on n'a plus de critères, quoi. Et donc, du coup, ce que montre Foucault, c'est que sur cette période-là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a plutôt voulu dire qu'on ne fait pas souffrir les gens. Voilà. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Et à ce moment-là, vous pouvez juste comparer deux systèmes en termes de coûts, en termes de bénéfices, puisqu'elles n'ont plus de coûts en fait. Elles coûtent rien. Où elles coûtent de l'argent, ce qui pose pas de problème. Donc il y a beaucoup de calculs financiers sur le droit pénal. Oui, c'est combien coûte une journée de détention. Voilà, combien coûte une journée de détention, une place de prison, ces trucs-là. Et ça, alors à ce moment-là, ça pose pas de problème de maximisation parce que vous pouvez tout convertir en argent. L'argent, et donc il y a les économistes qui font ça, ils calculent combien d'argent coûtent les vols, combien d'argent coûte la prison. Et donc il y a un moment où on veut plus dire qu'on punit, on veut plus dire qu'on fait souffrir les gens, on veut plus dire qu'on dissuade.
Et à ce moment-là, on fait peur en fait. On peut dire qu'on fait peur. Ouais. On enlève tout l'aspect physique et On peut dire qu'à la place on éduque. Ouais. On veut dire qu'on fait du bien aux gens qu'on punit. Voilà. En gros. Donc en fait c'est bien. On remet sur le droit chemin. Ouais, on vous remet sur le droit chemin. C'est bien. Il vaut mieux se faire attraper. En gros. Alors oui. Ouais. C'est toujours ce que j'ai pensé. Si un jour je dérive trop, je dis bon, je vais en prison, puis on me redresse pas. Ouais, il vaut mieux te faire rattraper. C'est ce qu'on dit. Et donc à ce moment-là, c'est là que ça devient compliqué puisque la compétition qui peut se faire avec des brigands alternatifs, quoi, doit se faire dans les termes les plus objectifs. Ouais, doit se faire dans les termes. On peut plus comparer les brigands. Ouais, tu peux plus les comparer. Donc c'est aussi un moyen pour le droit pénal de se protéger, ouais. En masquant ce qu'il fait, en étant structurellement hypocrite en fait. Ouais. Parce qu'il reste malgré tout de la violence. Il est beau masquer tout ça, ça reste. Mais il y a un coût très important à payer à changer en fait la perception des choses pour pas qu'on pense qu'il y a de la violence. Parce que sinon tu pourras toujours avoir un autre brigand qui proposera de faire quelque chose de moins violent. Alors si on reprend au tout début là, sur l'évolution de ça, il y a un truc qui est important à remarquer, c'est que donc la première chose c'est que plus les sociétés vont grandir en taille, plus ça va être compliqué de protéger à la fois les gens qui ont payé pour qu'on les protège, et à la fois aussi le grand brigand il va devoir se protéger lui-même. Et donc on prend deux exemples. Un, il va protéger les autres en punissant les voleurs par exemple, et deux, il va se protéger lui-même en punissant le lèse-majesté. Et donc on va s'attendre à ce que la personne qui a les armes se serve des armes dans ces deux cas, ce qui est différent de la concurrence économique pure, tu vois, ça c'est très différent. Et donc du coup, un truc qui est compliqué, c'est que plus les sociétés augmentent en taille, plus le grand brigand va devoir faire preuve de créativité, de technologie pour être capable de à la fois se protéger de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, il va devoir adapter les règles qu'il met en place pour protéger ses on va dire, je sais pas comment on peut dire. Les citoyens, les sujets, ses clients. Il va devoir en fait manipuler, mais déformer les règles qu'il met en place pour protéger ses clients, pour s'en servir et se protéger lui-même de ses propres clients parce qu'il pourrait un jour le renverser. Ouais. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que l'analyse dont on parle, qu'on propose là, en fait, c'est une analyse qui permet c'est une analyse en fait qui replace plusieurs des grandes analyses qu'il y a déjà eu en fait du système pénal, qui sont toutes des analyses structuralistes de l'homme rationnel et égoïste. Et donc on a parlé de Kant, mais en fait l'analyse de Nietzsche sur l'origine de la morale est exactement dans ces termes-là. Et donc ce que Nietzsche va dire, c'est que l'origine de la morale est quelque chose de rationnel qui d'abord, dans un premier temps, est imposé par les maîtres aux esclaves et dans un deuxième temps est renversé par les esclaves aux maîtres parce que la taille de la société augmentant, au bout d'un moment les esclaves sont trop nombreux et les maîtres ne peuvent plus les retenir. Et ensuite on a l'analyse de Durkheim sur le passage de la société mécanique à la société organique qui pareil est une société qui est une analyse structurale d'acteurs qui dans un premier temps cette analyse structurale en fait, dans un premier temps on a une recherche d'efficacité qui est fondée sur la solidarité mécanique, c'est-à-dire on pense tous pareil, et donc du coup on est une société de chasseurs, on pense tous pareil, on croit tous dans le même Dieu, et plus on a de cohésion, plus on sera fort comme société de chasseurs. Et l'étape d'après, dans la société organique, cette fois c'est on est tous différents, on est tous complémentaires, on a les avocats, les notaires, les policiers, des soldats, etc. Et là, pour que ces sociétés soient compétitives, il faut qu'elle abandonne ce lavage de cerveau où tout le monde doit penser pareil, et qu'à la place, elle crée plutôt des systèmes pour régler les différends. Voilà. Et ça, c'est toutes ces analyses-là, celle de Nietzsche, celle de Durkheim, celle de Foucault, c'est que des analyses qui parlent de moments cruciaux en fait de l'histoire du droit pénal et qui à chaque fois peuvent être recadrés dans cette grande analyse-là, quoi. Et ça, c'est important de le dire parce que en gros, il y a moi et toi, tous les deux, on en a parlé pendant des années là, puisque là, en gros, on est en train de parler de la fin de ta thèse. Et moi, ça a été mon sujet de thèse il y a presque 10 ans. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'époque. Il m'a fait beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup de mal à arriver à comprendre comment ces théories elles s'imbriquaient les unes avec les autres. Ouais, en fait, elles avaient le même fondement. Ouais, quand même, elles avaient le même fondement. C'était pas des théories concurrentes en fait. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. C'est la théorie cet intérêt-là, cette théorie du cambriolage, d'unifier, c'est de donner une cohérence en fait à toutes ces Elle donne une cohérence à ces théories-là, qui en fait parlent de différents moments où les brigands ont besoin de changer de stratégie.
en fait. Et c'est ça qui se passe en fait. C'est-à-dire que c'est différentes théories. Et par exemple, Foucault il s'opposait à Durkheim. Et à mon avis, son opposition, elle est un peu trop, comment dire, ça va un peu trop vite parce que juste il parle pas des mêmes moments. Voilà, Durkheim il passe très peu de temps sur l'apparition de la prison, c'est trop récent pour lui. Mais en revanche, il passe beaucoup de temps sur les époques plus anciennes, tu vois. Et Nietzsche il parle de la Grèce antique, donc je veux dire, c'est un moment très très particulier, beaucoup plus reculé, quoi. Et donc du coup, si on comprend en fait que ces analyses-là, elles sont principalement axées sur un moment, un objet donné. Méthode de brigandage donnée. Voilà, une méthode de brigandage. Voilà. Mais globalement, c'est comme ça qu'on arrive à les. C'est comme ça qu'on arrive à mieux comprendre comment des gens de bonne foi et érudits sont arrivés à ces différentes analyses-là, pas en s'intéressant exactement au même moment, quoi. Non, qu'est-ce que tu penses de ça? C'était important, ça. Je trouve comme pour moi, c'était l'achèvement le plus important, tu vois, de la théorie. La théorie du Robert, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est bien. À l'époque, j'ai écrit ma thèse, donc ça s'appelait la théorisation de l'évolution pénale, et je n'étais pas arrivé. Donc qu'est-ce que ça peut être comprendre en fait aujourd'hui? Pourquoi c'est important encore aujourd'hui cette théorie-là? C'est important parce que déjà c'est important de comprendre pourquoi il y a certaines choses dans l'institution pénale aujourd'hui qui sont tellement cruciales. La première chose dont on a beaucoup parlé là, c'est le fait de dire on punit pas les gens, on fait pas souffrir les gens, etc. Cette hypocrisie là qui est très compliquée à gérer. Donc ça c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose qui est importante, c'est de comprendre l'importance de l'exemplarité en fait dans le système dans lequel on vit. Et à quel point le système dans lequel on vit repose sur les principes d'optimisation de Beccaria. Il ne faut jamais oublier. Parce qu'en fait, c'est ça le truc important avec la théorie du grand brigandage, c'est de comprendre que ça a beau avoir changé les méthodes, le fond reste le même et le but reste le même. Le but reste de protéger, reste de dissuader. Optimalement. Ouais, c'est lui. Et donc aujourd'hui, c'est la dissuasion, c'est toujours la dissuasion. C'est Beccaria. En gros, le gros du truc, c'est Beccaria. Et après, il y a quelques petits trucs qui ont évolué, mais le gros du truc, c'est Beccaria. Il n'y a qu'à voir déjà, tous les profs de droit pénal que je connais sont fans de Beccaria. D'accord, ça c'est le premier truc, donc c'est quand même important, tous. Deux, il y a des copier-coller de Beccaria dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les principes qu'on apprend en DPG, etc. Il y a le code Beccaria ensuite, on a plein de trucs. Et c'est que du coup, il faut comprendre les différentes techniques, et il y avait notamment un truc dans Beccaria qui est très important, c'est la question de l'exemplarité. Donc Beccaria, on sait qu'il s'oppose à la peine de mort, non pas parce qu'il la trouve trop cruelle, au contraire il dit c'est pas assez dissuasif, mais parce que il trouve que c'est pas assez exemplaire et que parmi donc du coup les façons dont on pourrait optimiser cette machine, une façon dont on pourrait l'optimiser, c'est de montrer l'exemple, c'est-à-dire de montrer qu'on n'est pas des brigands. Et donc c'est ça tout le truc. Le brigand a intérêt à montrer qu'il n'est pas un brigand parce que lui il respecte un code, parce que lui il respecte une procédure et que le voleur lui l'a pas fait, d'accord? Et donc du coup ce que va dire Beccaria, c'est que si vous vous comportez comme des brigands, vous allez créer de la délinquance. Et donc ça devient, on maximise les deux dans le même sens là. On dit moins vous êtes violent, moins vous aurez de violence. Et donc c'est Pareto optimal, on appelle ça en économie. C'est-à-dire que vous maximisez les deux dans le même sens, donc tout va bien. On est sûr que c'est optimal. Ouais. Et ça, pareil, on ne peut pas comprendre tout le truc de la procédure pénale. Pourquoi la procédure pénale, c'est important. C'est ça qui est intéressant avec cette théorie-là, c'est que c'est l'histoire. Elle retrace l'histoire du droit pénal. Mais elle explique pourquoi la naissance de la procédure pénale. La procédure pénale, tout à fait. C'est la procédure pénale qui s'est entendue. Qui est liée avec ce que je disais tout à l'heure sur l'idéologie. C'est la naissance de l'idéologie. Et en fait, la procédure pénale renferme en elle l'idéologie du droit pénal qui est de dire non, on n'est pas des brigands, on se comporte mieux et on fait le bien. On fait le bien. Voilà. On fait le bien parce qu'on oublie des règles qui sont les mêmes pour tout le monde et qui sont les mêmes que pour nous d'ailleurs. Donc il y a les deux. Il y a la procédure pénale. Et puis il y a la pénologie en gros, et l'exécution des peines, ce truc-là. Et tout ça, ça consiste à dire qu'on ne fait pas souffrir les gens et on les traite bien, on ne punit pas d'innocents. Tous ces trucs-là, tous les coûts en fait, tous les coûts de la machine, on dit non, en fait ils sont à zéro, il n'y en a pas, il n'y a aucun coût, et comme ça on n'a plus qu'à s'intéresser à ce qu'on prévient comme violence, quoi. Un des grands arguments contre la peine de mort, c'était est-ce qu'on va punir des mecs qu'en fait c'était peut-être pas les bons. Exactement. Ça, et un des gros arguments sur la peine de mort, c'est de toute façon c'est pas dissuasif. Oui, ça c'est tous ces trucs-là. Et donc du coup, comme ça on n'a pas à se poser la question. Si on pouvait prouver que la peine de mort était dissuasive, ce qu'on peut pas démontrer, d'accord. Si on arrive à démontrer que la peine de mort était dissuasive, à ce moment-là il se poserait une question morale qu'on n'arriverait pas à gérer. Parce que comment on gère ça? Il y a un coût et des bénéfices, comment on fait? Mais si on dit qu'il n'y a aucun bénéfice, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on n'a plus besoin de se poser la question et on parle d'autre chose. Voilà. Alors le deuxième truc qui est intéressant aussi dedans, moi ça m'intéresse particulièrement parce que je me suis beaucoup intéressé à la question de la... Toi tu t'intéresses beaucoup à l'aspect de la prison, le juge et tout. Moi je me suis beaucoup intéressé à la question de la variabilité du crime, d'accord? Genre pourquoi est-ce que selon les époques, ils sont punis, ils ne sont pas punis.
Et c'est pour ça que je travaille sur les crimes contre soi, on en parlera un moment. Mais par exemple, un truc qu'on comprend en fait, c'est que parmi toutes les différentes catégories de crimes, le brigandage, c'est-à-dire en gros le fait de s'opposer à la volonté d'autrui par violence ou par ruse, en gros on va dire c'est ça le brigandage, et ben, ça c'est le truc que Raymond Cassin et puis les économistes américains dans les années 60-70 appelaient le cœur du droit pénal. C'est le truc qu'on va retrouver partout. Et par évidemment que, genre l'infanticide, il y a des sociétés qui permettent l'infanticide, d'autres qui ne permettent pas, et l'avortement aussi, tout ça, ça varie. Mais en revanche, on ne permet jamais que des gens viennent sur les terres de quelqu'un voler ce qu'il y a sur ses terres. Et tous ces trucs-là, ça c'est toujours, le brigandage en gros, ça a toujours été puni, c'est toujours puni partout. Et donc comme ça, on comprend mieux cette histoire de variabilité. Ouais. Parce que comme au début, les premiers criminologues, donc faut comprendre, la criminologie, c'est des médecins qui s'opposent à des juristes, et ensuite il y a des sociologues qui s'opposent à ces médecins, d'accord ? En gros c'est ça, Lombroso et tout ça c'est des médecins, et ensuite on a des sociologues qui s'opposent aux médecins, avec Durkheim, etc. En gros, les premiers criminologues, ils avaient une définition, ils ne se demandaient pas ce que c'était que le crime. Et du coup les premiers sociologues montrent à quel point ils avaient des prénotions, ils étaient trop naïfs sur ça, et ils montrent, non mais regardez, le crime ça peut tellement changer selon les époques, etc. Mais là on arrive à un truc qui est trop fragile en fait, c'est que si vous allez si vous voulez voir tout un chacun et vous leur dites non mais de toute façon le crime ça dépend d'une époque à l'autre, machin, etc., ils vont juste se moquer de vous. Parce que Marc Dutroux, il est puni partout. Hein. Moi ça m'est arrivé de voir des étudiants en master de droit qui croient que tout a pu être autorisé à un moment de l'histoire, comme le disait le marquis de Sade. Le marquis de Sade, il disait ça, tout a été autorisé à un moment de l'histoire, mais c'est pas vrai. Moi, ça m'arrive de croire ça. Ouais, mais parce que c'est facile à vite croire, parce que du coup, c'est vrai que l'édifice a l'air tellement fragile, on te dit, attends, tu sais que le duel, ça a été autorisé, tu sais que le suicide, ça a été interdit, tu sais que, etc. Et donc, tu as tous ces trucs qui s'effondrent comme ça, et d'un coup, tu dis, ah, mais alors il reste rien, en fait. Mais après, c'est un peu encore plus difficile à croire, ça, que les brigands qui se targuent d'une certaine exemplarité, comme les nôtres actuellement, et qui en temps de guerre, par exemple, autorisent le meurtre, par exemple, autorisent d'aller brigander sur d'autres terres. Donc, sur les autres terres, ouais, mais du coup, c'est pas sur les leurs. Voilà. Et du coup, ça fait parce que c'est plus ou moins, en fait. Tout à fait. Parce que par exemple, la prohibition du meurtre, on comprend pas, et d'un coup on est choqué par le meurtre en temps de guerre, d'accord ? Par exemple, Philippe Combestier raconte que c'est son point de départ. Ouais. Son point de départ, c'est que il y avait quelqu'un de sa famille qui était dans la guerre d'Algérie, et donc ça avait posé des questions comme ça sur l'autorisation du meurtre, etc. Et le fait est qu'en fait le meurtre n'est pas problématique en soi. Dans les sociétés qu'on a, ça n'a jamais été problématique en soi. Ce qui est problématique, c'est que des gens de l'extérieur viennent tuer des gens sur une terre où on a payé des gens pour protéger, d'accord ? Et ensuite, à l'intérieur de la terre, là, les cas de meurtre, ça change. C'est-à-dire que là, il y a la question du pater familias, du pouvoir du pater familias qui peut changer. Il y a des questions du pouvoir des maîtres sur les esclaves. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Mais en revanche, les gens ont toujours, depuis qu'on le sache, payé des gens pour faire peur à des gens qui leur faisaient peur. Et ça c'est un truc intrinsèque, quoi. Et on comprend bien que c'est un universel anthropologique, c'est-à-dire que si vous avez des êtres qui sont rationnels et qui pensent à leur survie et à leur reproduction, ce que sont les êtres humains, et ben la première chose qu'ils vont faire, c'est empêcher que d'autres êtres qui sont rationnels et qui pensent à leur reproduction et à leur survie attentent à leur survie ou à leur reproduction. Et donc ça, on va trouver ça partout. Ouais. Et ça c'est un truc qui est important parce que ça permet de comprendre aussi tout ce... Moi, je m'étais posé beaucoup de questions sur ce débat-là parce qu'on entend des positions trop radicales en fait. Ouais. Des positions qui sont plutôt rhétoriques qu'autre chose. Voilà. Et je veux dire, l'idée que tout crime peut être dépénalisé demain est fausse. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que la majorité des crimes ne peuvent pas être dépénalisés demain. Une part substantielle, ça, mais si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas tellement de choses. C'est pas le quantitatif qui compte. C'est le fait qu'il y ait les brigands, c'est toujours puni, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que ce mot est important. Ouais. Et donc maintenant, donc là on en est où jusqu'à présent ? On a fait la théorie des grands brigandages comme étant l'histoire en fait, comme l'histoire du droit pénal, de retracer l'histoire du droit pénal, comme étant un moyen d'unifier toutes les théories du droit pénal. Et comme étant un moyen d'expliquer la naissance de la procédure pénale comme vecteur d'exemplarité par les brigands. On peut rajouter que du coup le rôle des juristes, des pénalistes, c'est de dénoncer le brigandage de l'État. Sociologues aussi. Et les sociologues aussi, tout à fait.
les juristes de dénoncer matériellement en fait avec l'outil juridique. Non, là ils se sont plantés parce que c'est pas ce que dit la loi. Et les sociologues, par exemple les études du sentencing. Voilà. Dire non, en fait voilà, les juristes sont plus micro, on va dire, parce que les sociologues sont plus macro et disent non, on voit que ce que fait la structure en fait est dénonçable parce qu'elle n'est plus exemplaire. Elle dérive comme on a pu le faire avec l'ADP sur l'aveu. Elle dérive sur un truc qu'elle a dit, qu'elle a arrêté de faire, c'est-à-dire la torture. Et nous, on est là pour dénoncer ce genre de choses. On aura tout un épisode sur ça bientôt, ça sera cool, parce qu'on va parler de ta thèse dans 4-5 épisodes différents. Ça sera un autre chapitre. On peut parler dans le sentencing de la justice de classe. Tu vois, la justice de classe, c'est quelque chose qui est dénoncé par les sociologues depuis qu'il y a des études de sentencing. Et ça, c'est un exemple de dénonciation du grand brigandage. On dit, on vous a confié des outils pour que vous dites appliquer de façon exemplaire, mais en fait, vous appliquez qu'aux pauvres. Voilà, et donc ça, c'est de ce qu'on disait tout à l'heure, c'était sur un moyen de détourner les outils qu'on a donnés aux brigands pour se protéger eux-mêmes, parce qu'en fait, les grands brigands font partie de la superstructure. Voilà. C'est la superstructure. Donc, forcément qu'elle va tenter que cette superstructure de ne pas s'appliquer ce qu'on ferait. Et donc ce qu'on peut penser maintenant, c'est donc on a fait le passé et le présent, et maintenant enfin peut-être le futur. C'est quoi le futur? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelles sont les prédictions qu'on peut avoir sur cette théorie? Mais il y a deux prédictions que je vois. Tu me dis c'est un modo, d'accord? Je vois deux. La première, c'est le truc qui a eu tellement de succès chez Michel Foucault, mais qui à l'époque en fait était moins présent qu'aujourd'hui, qui est le panoptisme ou le truc de George Orwell appelé Big Brother. C'est qu'en gros, plus les sociétés augmentent en taille, plus ça devient compliqué de surveiller les gens. À la fois surveiller, rappelons-nous toujours, à la fois pour les protéger, mais aussi pour se protéger. Du coup, ce qu'on va voir, c'est des mécanismes de surveillance très décentralisés que les gens doivent intérioriser. C'est que la caméra de Big Brother, vous ne savez pas si elle est allumée ou pas, mais vous savez qu'elle vous regarde peut-être, et du coup, elle a un pouvoir comme ça qui est démultiplié. Et ça, c'est la technologie qui permet ça. Michel Foucault en avait parlé, c'était un des rêves de Jeremy Bentham. Et puis, on voit ce truc a explosé, d'accord? Un rêve, Guillemot. C'est-à-dire que Jeremy Bentham voulait a milité pour qu'on fasse une prison panoptique dont il serait le directeur, sans demander de salaire. Et ensuite, il s'est beaucoup énervé contre le Parlement, encore anglais, et il a milité pour une démocratie pure, parce qu'il pensait que si ça avait été démocratique, on aurait accepté son panoptique, tu vois. Super. Donc il y a ça, et là c'est le premier truc. Et le deuxième truc qu'on voit, c'est, on en a parlé ces derniers jours, là, c'est que le truc de l'IA, d'accord? Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait très peur. Parce qu'on voit bien que la technologie, plus elle avance, plus elle permet à un petit nombre d'hommes de faire des choses considérables. Ça peut être dans le bien ou dans le mal, quoi, des dégâts considérables. La bombe atomique, c'est un exemple de ça, les armes à feu, les canons, etc. L'intelligence artificielle, on voit bien qu'elle est capable de faire de plus en plus de choses et qu'on imagine des trucs, des armes autonomes, des connaissances sur les personnes en croisant tout Internet, quelque chose inimaginable aujourd'hui. Et donc du coup, quand les gens se demandent ce qui va arriver avec ça, une des choses auxquelles qu'on peut imaginer nous, c'est qu'on voit bien que ça va être un des vecteurs par lequel va arriver la prochaine transformation du grand brigand. Ce que toute la science-fiction imagine, c'est-à-dire que le grand brigand va utiliser l'intelligence artificielle pour grossir en taille et pour se protéger des concurrents. Kant imaginait donc à la fin du XVIIIe siècle qu'on arriverait à une société civile des nations, c'est-à-dire au lieu d'un système anarchique dans lequel on est, un système hiérarchique avec un seul en fait grand brigand pour toute la nation. Et il disait, les gens qui comprennent pas ça, y compris moi, qui comprenais pas ça il y a encore pas très longtemps, c'est juste qu'ils se projettent trop peu dans le temps. Il dit ça arrivera dans très longtemps, ça va pas arriver demain. Et ce dont parle Francis Fukuyama aussi dans la fin de l'histoire, ça arrivera dans très longtemps, mais ça va arriver. Et l'idée, c'est que des choses comme l'intelligence artificielle, c'est ces choses-là qui vont permettre à ça d'arriver. C'est des puissances technologiques qui permettront, par exemple, au gouvernement américain, au plus gros brigand qui existe pour l'instant maintenant, ce gouvernement américain, ce gouvernement chinois en gros, qui permettront de contrôler et de protéger. C'est les deux actions, contrôler, protéger toute la planète. Donc moi je vois une troisième conséquence, mais à beaucoup plus long terme en fait que ça, après la société globale. En fait, puisqu'on se dit, on va y revenir dessus, que globalement le brigandage ça se base sur le manque d'information des gens. Bon, sans y revenir. Revenons sur ça tout à l'heure. Ouais. Et moi ce que je vois comme conséquence en fait à cette théorie-là, c'est qu'elle prédit la disparition des grands brigands. Parce que à très long terme,
Donc certes, il n'y aura plus qu'un seul brigand, ça paraît assez évident du coup comme conséquence. Et il pourrait plus être un brigand parce que tout le monde sera informé. Il pourra plus être un brigand parce que justement l'IA, parce que justement l'information, parce que justement des technologies d'information comme Internet naissent et permettent en fait à tout le monde en fait d'être informé de tout ce qui se passe et donc de se protéger en fait, soit même je sais pas en fait comment ça peut se passer matériellement, mais ce qui est sûr c'est que oui, la technologie, ce sera le vecteur de ce combat-là, mais en fait, il y en aura deux. Ouais. Il sera obligé de se contredire lui-même en fait. Le grand brigand, il pourra plus être un brigand parce que si son seul vecteur de croissance finalement maintenant c'est l'idéologie, alors en fait, il y a une contradiction dans les termes. Tu vois, c'est que si son truc c'est de propager l'idéologie contre les brigands, alors il se contredit lui-même. Prenons Wikileaks comme étant on peut plus imaginer un brigand à terme. Est-ce que tu es d'accord avec ça, je suis d'accord que c'est l'enjeu il est autour de ça, mais genre je sais pas si on a déjà les termes pour prévoir le truc. Parce que genre Wikileaks c'est le début de ça, d'accord ? Ouais. C'est le moment où on peut avoir des fuites énormes comme ça et savoir des choses sur du coup le grand brigand il peut de moins en moins se comporter comme un brigand parce qu'il y a tellement de fuites. Donc on commence où je sais pas où Bill Clinton peut de relations extra-conjugales sans que la planète entière le sache, tu vois. Et ça c'est des choses qui n'auraient pas pu arriver 20 ans avant. Ça arrive à cause de l'information parce que c'est possible de faire une analyse ADN, etc. Non, c'est pas possible avant. Donc en fait on voit bien que le combat il va être en ces termes là. Les scénarios de science-fiction souvent ils imaginent que du coup on a genre un gouvernement hyper technologisé contre des rebelles qui utilisent aussi un réseau secret d'information. D'ailleurs dans les séries de science-fiction comme ça, il y a toujours un gouvernement hyper centralisé qui est au-dessus dans une sorte de vaisseau spatial au-dessus de la planète, et en dessous il y a tout le peuple qui est asservi par ça. Et ça c'est une représentation de la science-fiction de la science-fiction. C'est ça. Mais le truc c'est qu'on peut pas savoir. Le truc c'est qu'on peut pas savoir en fait. Non, parce que non, on peut essayer de prédire. Mais non, je crois pas qu'on puisse parce que le problème c'est qu'en fait ça dépend. On peut réfléchir à partir de quel facteur ça joue. C'est-à-dire qu'en gros, donc là on fait de la futurologie, attention. C'est un peu le principe d'une théorie, non ? Ça dépend, parce que la théorie est censée prédire l'avenir, mais pas forcément aussi loin. Genre, le problème, c'est que le progrès technologique est imprévisible, d'accord ? Donc c'est ça le problème de la futurologie. Le progrès technologique est imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles technologies vont arriver quand. On ne sait pas encore ce que c'est que la nouveauté. On ne sait pas ce que c'est que la nouveauté, voilà, par définition. Voilà, peut-être James, par définition, en fait, si on pouvait prévoir le changement technologique, ça ne serait pas une invention. Voilà. Donc du coup... L'invention c'est précisément l'inverse. Ouais, l'invention c'est précisément l'inverse. Par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible. D'accord ? Donc on peut imaginer des choses, mais on peut pas... Et donc du coup, le truc c'est que il y a énormément de bouleversements technologiques qui peuvent arriver. On ne sait pas les bouleversements de la génétique, tu vois, les bouleversements de cybernétique. Il y a beaucoup de trucs. Donc c'est compliqué. On imagine bien que c'est par ça qu'il y aura le vecteur. Donc si on revient sur l'information, en gros, il y a deux formes de brigandage. D'accord ? Il y a la violence et la ruse. La violence, c'est tu veux pas quelque chose, mais je peux te forcer à le faire. Donc tu n'as pas le pouvoir, et j'ai pas le vouloir, et du coup ça fait toi une victime. Parce que moi j'ai un pouvoir que tu n'as pas. C'est lié avec l'information, ça ? Ça c'est pas lié à l'information justement. Okay. Ça c'est pas lié à l'information. Donc ça c'est moi qui viens avec une arme à feu, qui dis je me donne ton porte-monnaie. On a tous les deux la même information. En revanche c'est du brigandage, si mon arme à feu c'est un pistolet à eau, à ce moment-là c'est du brigandage par ruse. Et ça c'est, j'ai une information que tu n'as pas, c'est que moi je sais que mon pistolet est un pistolet à eau, et toi tu crois que c'est une vraie arme à feu. Et je te demande de me donner ton porte-monnaie et tu le fais. Et ça, à ce moment-là, c'est une deuxième forme de brigandage, c'est la ruse, d'accord ? Et la ruse, c'est beaucoup plus compliqué que la violence à caractériser. Parce que, en fait, la ruse, il s'agit de dire que je t'ai fait vouloir quelque chose en abusant de la différence d'information qu'il y avait entre toi et moi. C'est-à-dire que si tu avais eu l'information que j'ai, par exemple, tu avais su que ça avait pistolet à eau, voilà. Tu n'aurais pas agi, tu n'aurais pas voulu ce que tu as voulu. Voilà. Et donc là, c'est plus compliqué parce qu'il y en a un, en fait, c'est le fait de contrôler le pouvoir et l'autre, c'est contrôler le vouloir, en gros. Et donc la ruse, c'est contrôler le vouloir, c'est te faire vouloir quelque chose que tu n'aurais pas dû vouloir. Voilà. Et donc c'est plus compliqué à caractériser. Mais du coup, le brigandage, c'est de la ruse. Non, c'est les deux, c'est la violence et la ruse, le brigandage. Aujourd'hui non, mais il y a de la violence quand même. Non, il y a de la violence, mais il y a une ruse qui consiste à faire croire qu'il n'y a pas de violence. De la part du grand brigand. Et que la violence ne vient que du petit brigand. Mais il y a une façon très facile de voir ça. C'est-à-dire, le plus grand brigand de la planète, c'est les États-Unis. Et les États-Unis ne sont part à aucune cour internationale parce que personne ne juge le plus grand brigand. Et ça, c'est un truc qui est très simple et inconcevable. C'est une première prédiction de la théorie. C'est inconcevable que les États-Unis se laissent juger
et que George Bush soit jugé pour terrorisme, je sais pas quoi. Voilà. Donc ça c'est de la violence, mais qu'on tournera en disant c'est une guerre juste, c'est une façon de... Et comme il n'y a personne pour juger, de toute façon, voilà. Alors, vous êtes un brigand que si on vous juge que vous êtes un brigand. Quoi. Noam Chomsky, par la guerre du Vietnam, était un des premiers aussi à avoir essayé de systématiser ça et de penser ce truc-là. Bon, si on reprend, donc sur le... Qu'est-ce que ça veut dire cette technologie? C'est compliqué, parce qu'en gros ça dépendra de ce que la technologie elle donne comme pouvoir aux gens et ce qu'elle leur donne comme information en gros. C'est ça les deux facteurs. Qu'est-ce qu'elle donne comme pouvoir à titre individuel et à titre collectif? Est-ce que la technologie c'est un truc qui va faire que très vite des surhommes en fait vont avoir le pouvoir de millions d'hommes, hein, en termes de force, tu vois, de violence tout simplement? C'est la meuf qui serait en capacité de renverser les grands brigands du coup, c'est ça que tu dis? Ça dépend qui c'est qui a le pouvoir. Ouais. Non, donc voilà. Ouais, on bat trop ça. Voilà, il y a ça. Ouais. Et en termes d'information, à qui ça va donner plus d'informations, tu vois? Est-ce que les scénarios Minority Report, ça donnera l'information pour contrôler les masses, parce que tu pourras voir le mouvement des masses, mais en revanche, ça ne donnera pas énormément d'informations sur l'individu. Ou alors, au contraire, ça va... Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, ça c'est en gros les paramètres quoi, qui font que c'est pas prévisible, mais on peut comprendre quels sont les paramètres. Ça dépendra du coût de ces progrès technologiques surtout. Ouais. Tu vois, combien ça coûte? Genre une bombe atomique aujourd'hui, c'est pas quelque chose que chacun peut se construire dans son jardin, comme la chanson de Boris Vian, du mec qui construit une bombe atomique dans son jardin. Ah, tu sais, en Afrique là, une start-up, enfin un mec qui est rentré dans une famille, je crois, et qui a commencé à construire un réacteur nucléaire dans son garage. Ouais. Et si, c'est plus ou moins possible. Bah, si ça devient possible, ça change la donne, tu vois. Ouais. Il y a une question de coût en fait. Et moi, c'était dans les. Ouais, mon Dieu. C'était juste dans les termes de la définition de la théorie du grand brigandage. Ouais. C'est que si son but, tu vois, c'est de lutter contre les brigands, de protéger ses clients contre tous les brigands. Et de se protéger lui, hein. Il a toujours deux buts. Il a toujours le but de protéger lui. Ouais. Il y a toujours deux buts. C'est ça le truc du brigand. C'est pour ça qu'on se rappelle quand même que c'est un brigand. Ouais. Il y a toujours deux buts. Et donc c'est ça qui est compliqué. Mais le truc, c'est qu'il faut pas oublier qu'il est là grâce à ses clients, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des concurrents. Ouais. Mais il peut se protéger de ses concurrents, il peut les étouffer. Hein, le truc de Karl Popper de la société ouverte, c'est d'essayer de créer en fait des règles pour que le brigand puisse être remplacé sans violence. D'accord, c'est ça l'idée de la société ouverte. Mais la société peut être idéalement ouverte, mais elle peut jamais être effectivement complètement ouverte. D'accord. En tout cas, on peut imaginer ça. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui essaiera d'être le biggest dude on the block. Ouais, c'est ça. Être le plus gros. Le plus gros brigand, en fait. Ouais, le plus gros brigand. Non, mais c'est bien. C'est pas mal, non? Tout ça. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc là, on a placé les fondations pour le but, c'est d'avoir en fait une analyse structurale la plus simple possible de comment tout ça fonctionne. Et à partir de ça, on va essayer de parler en fait dans ce podcast-là. On va essayer de parler de plusieurs problèmes du droit pénal. Genre, on va parler de ta thèse sur la détention provisoire. Et puis on va parler d'autres problèmes qui se posent sur le crime, sur l'institution pénale, en essayant d'avoir ce cadre de lecture le plus sobre possible. Quoi. Simple possible. Ouais. C'est pas mal? Ça paraît de bonnes bases, non? Ça paraît de bonnes bases. Hein. Donc la prochaine fois, on va parler de Lombroso. Ah, et on va parler d'une version moderne de Lombroso. Qui en fait l'application du machine learning, de l'apprentissage automatique, pour reconnaître les visages de criminels, qui est un truc qui a fait beaucoup de bruit il y a 2-3 ans et qui a été critiqué par un collègue à nous de l'université de Washington. Et on racontera la critique qu'il a fait de ce truc-là. C'est ce que rêvaient de faire les phrénologues de l'époque. Ouais, ce que rêvaient de faire les phrénologues de l'époque, et on va discuter des tentatives modernes, chinoises, qui existent de faire ça. Et de la critique qui a été faite. De détecter les personnes criminelles à partir de leurs photos. Un exemple de choses qu'un grand brigand avec des grands outils technologiques pourrait pouvoir faire. Voilà. Ce qui sera une bonne façon de regarder cette futurologie dont on parle. Voilà. Allez, à bientôt.